Le Zoom de ce Smart Impact avec Emmanuelle Hauss, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice générale de Paris Commerce. Vous publiez les résultats d'une étude enquête nationale inédite sur la valeur des commerces de proximité, impact social et environnemental. On va évidemment la détailler ensemble, mais d'abord un mot de Paris Commerce. C'est quoi Paris Commerce ? Paris Commerce, c'est le bras armé de la ville de Paris en matière de préservation du commerce de proximité. Donc ça intervient à plusieurs niveaux, mais notamment en achetant, en préemptant des pieds d'immeubles pour y maintenir notamment des librairies. On voit bien qu'aujourd'hui, quand il y a une densité comme Paris et des prix de foncier qui sont très conséquents, maintenir une librairie à Paris. On voit des librairies qui ferment parce que ça coûte trop cher de payer le loyer. Et donc la ville de Paris intervient pour notamment maintenir des librairies à Paris. Pourquoi une telle enquête ? Quel était votre objectif ? L'objectif, c'était de démontrer, en fait, tout le monde intuitivement aime le commerce de proximité. C'est-à-dire les maires, les agents immobiliers, les parents, les consommateurs, les femmes, les habitants de ces quartiers. Et finalement, pourquoi et quelle valeur le commerce de proximité apporte à la société qu'on ne voit pas dans les chiffres ? Parce qu'on a un seul mot pour le commerce, que ce soit les grandes chaînes, les grandes enseignes internationales très standardisées ou le petit commerce beaucoup plus singulier qui apporte du lien social, on a un mot et on a un calcul. Donc l'idée, c'était d'arriver comment on peut démontrer, en fait, la valeur via des chiffres, puisqu'on est une société qui fonctionne beaucoup via le chiffre, comment on peut démontrer que cette valeur, elle existe et on peut la prendre en compte. Et on va dévoiler ensemble les résultats. Il y a 6 grands rôles informels, on va dire, de ces commerçants, de ces commerces de proximité. La méthode, c'était quoi ? C'était, vous avez posé la question à des centaines, des milliers de commerçants, vous allez collecter des données, c'était quoi la méthode ? L'idée, c'était, en fait, ça part c'est 6 ans de travail, donc ça part d'un challenge data en 2019 à Sciences Po. Et l'idée, c'était comment on fait, en fait, pour démontrer ce qu'on sait, que ça participe au bien commun. Et donc, la première question, le travail de fourmi, c'était de récupérer des données. C'est-à-dire d'aller voir les commerçants, alors à Paris, à Rouen, à Marseille, Saint-Ouen. Oui, c'est vraiment une enquête nationale. Vraiment, une enquête, et de recueillir et de leur poser des questions, de les écouter. Et à partir de là, alors évidemment, c'est jamais exhaustif et c'est forcément partiel. Mais l'idée, c'était à partir de ces données, ensuite, les catégoriser et regarder et se dire, mais tiens, en fait, c'est incroyable, le nombre de commerces qui vont intervenir, par exemple, par rapport à des personnes en situation de précarité. Bon, voilà, ça, c'est vraiment où discuter, ne serait-ce que discuter. Alors tiens, le lien social, on commence par là. 93% des commerçants ont des discussions personnelles avec leurs clients, 78% aident spontanément des personnes en situation de précarité. On voit bien, alors c'est massif. C'est massif. Déjà, et on voit bien l'effet positif pour la société, la lutte contre l'isolement, par exemple. Exactement. Et surtout le rôle de pacificateur, en fait. Moi, je pense que la puissance du commerce de proximité, quand il maille, en fait, nos rues, c'est la pacification de l'espace public. Et d'ailleurs, en son temps, c'était Jane Jacobs qui avait décrit ça, mais qui parlait de la théorie « Eyes on the Street », qui est démontré aujourd'hui par la Harvard Business Review, qui montre qu'en fait, un commerce de proximité disparaît, la délinquance augmente. C'est-à-dire qu'en fait, le simple fait qu'il y ait les yeux sur la rue des commerçants, et on le sait très bien, quand on a des enfants, quand on est une femme, on le sait, on va passer dans la rue, il y a des commerces de proximité. Pas des grandes enseignes, c'est vraiment pas la même économie. Bien sûr. Donc, pacifier, c'est déjà, c'est déjà un sujet. C'est un rôle très important. Surtout en ce moment. Avec sur ce lien social, je vais citer un certain nombre de résultats comme ça. 7 commerçants sudistes qui prennent le temps d'expliquer plusieurs fois par jour leurs produits. Alors là, ça va beaucoup intéresser les marques parce que ça participe de leur image, de leur transparence, etc. Et puis 47%, 1 sur 2, qui organisent annuellement des moments collectifs. Donc là, on est vraiment dans la vie du quartier. Sur la solidarité locale, autre chiffre, près de 8 commerçants sur 10 qui sont
sollicité par des personnes en situation de précarité qui apportent une aide. Spontanée même, sans être sollicité. Oui, ou spontanée. Alors c'est l'accès aux toilettes, c'est de l'eau, c'est l'humain. Le don de nourriture. On est au cœur de l'humain. On est au cœur de l'humain et des villes. Ça veut dire que le commerce, c'est un sujet politique. Exactement, au sens premier déjà, c'est-à-dire vie de la cité, politique. Ouais. Et puis sans doute, effectivement, ça devient, on le voit bien les dernières années, on voit bien que finalement quand le commerce disparaît, ça devient un sujet politique au sens vraiment large, parce que les villes ont le lien social, enfin il y a beaucoup de choses qui tombent en même temps que le commerce disparaît. Donc, comme c'est de la microéconomie, en France, on est très fort en macroéconomie. Mais la microéconomie, c'est vraiment de l'ultra-local. C'est moins regardé. Donc, l'objectif de cette étude, c'était vraiment de regarder pour la première fois, et en sonnant et trébuchant, parce qu'encore une fois, on est dans une société du chiffre, de regarder ce que ça nous apporte. Mais alors, vous avez commencé à l'évoquer, mais comment puisque c'est de la politique, comment une ville peut préserver ses commerces de proximité? Il y a le levier du foncier. Bon. La régulation par le foncier, indispensable. Ça, c'est le levier le plus important. Oui. C'est-à-dire que dans le budget d'une ville, il y a la capacité à quoi? À acheter acheter des pieds d'immeubles et effectivement aller. Alors c'est de l'économie, donc faut faire attention effectivement au cadre légal. C'est-à-dire on peut pas subventionner, mais par contre on peut tout à fait faire des loyers qui sont plus bas et décider un peu comme on a fait pour le logement en fait. Mais c'est avec un peu de retard, c'est-à-dire que la valeur du commerce de proximité, la ville de Paris l'a clairement identifié et il y a un plan dédié au commerce de proximité qui est massif. Mais effectivement, on pourrait même imaginer, d'abord, il y a le reste du monde, j'ai envie de dire. On voit bien que les villes comme Londres, comme New York, et viennent nous voir d'ailleurs, viennent voir Paris Commerce en disant mais à Paris, comment vous faites pour maintenir des librairies? C'est-à-dire que on est sollicité par l'international qui se rend compte, par exemple, Manhattan, il y a une espèce de désert de vacances des pieds d'immeubles commerciaux. Ils se rendent compte qu'en fait, l'attractivité du quartier est en chute libre. Parce qu'en vrai, une ville n'est plus une ville sans commerce de proximité. Mais il faut qu'on s'en rende compte souvent qu'ils disparaissent. Mais est-ce que ça va? Parce que c'est par exemple, c'est sur aussi la variété des commerces de proximité. La diversité. Parce qu'on se retrouve parfois avec des quartiers où c'est très compliqué de trouver, alors je vais enfoncer les portes ouvertes, mais des commerces de bouche, parce qu'il n'y a que des boutiques de luxe, par exemple. Enfin, voilà. Et donc, ça peut aller jusqu'à cette finesse de décision de la part de la mairie? Absolument. Alors, nous, en l'occurrence, c'est une société d'économie mixte, mais c'est le bras armé de la ville. Mais bien sûr, puisque l'objectif, c'est la diversité, de maintenir la diversité commerciale. Et donc, quand je vous parle des librairies, c'est un exemple pour vous, parce que là, on voit vraiment effectivement que le foncier est au cœur. Mais sinon, le sujet, c'est la diversité. C'est-à-dire, c'est la ville du quart d'heure. C'est que finalement, un quart d'heure de chez vous, vous avez une boulangerie, une épicerie, une librairie. Et ça, en fait, c'est ce qui fait. On l'a bien vu pendant le Covid, avec tous les débats autour des commerces essentiels. Ça a été un moment de prise de conscience pour les municipalités? Je pense. Justement, parce que je vous écoute et je me dis, il y a tellement de villes. Moi, je sillonne la France en voiture tous les étés. On passe son temps à traverser des entrées de villes qui sont moches. Exact. Et qui sont la preuve qu'il y a de moins en moins de commerces de proximité parce qu'on les a excentrés. Et ils essayent d'ailleurs de faire marche arrière. Et c'est là où la ville de Paris a été... précurseuse, parce que c'est une politique de long terme. Cette politique, elle a commencé en 2004. Au début, elle a commencé dans un arrondissement où il y avait un problème justement de monoactivité, de grossistes, avec un maire d'arrondissement qui a dit « mais moi, je vois bien que mon quartier perd en lien social et qu'il y a un problème d'usage. » Je vais donner d'autres chiffres de cette étude, par exemple sur la sécurité, on a commencé à l'évoquer, mais 60% des commerçants ont accueilli des citoyens en insécurité dans leur commerce, 45% qui disent « je réagis immédiatement en cas d'incident ». Sur une thématique qui nous tient beaucoup à cœur ici, évidemment, à Smart Impact sur l'environnement, 88% des commerçants qui ont répondu je le répète, enquête nationale, disent « j'agis pour limiter les déchets ». Et puis vous me disiez juste avant que l'interview démarre, de cette étude, vous allez créer une sorte de simulateur, c'est ça? Absolument. Alors c'est quoi? L'objectif, c'est justement de chiffrer
en fait. Parce que, encore une fois, je vous dis, jusqu'à présent, c'est intuitivement, on sait que c'est important. Mais l'étape suivante, c'est d'arriver à chiffrer. C'est-à-dire, en gros, si un commerçant, on va dire, si 10% des commerçants consacrent, on s'est rendu compte, 15 minutes à la propreté par jour, en gros, combien ça rapporte à la communauté ? Et cet argent que ça rapporte, en fait, c'est des économies, par exemple, en termes d'agents dédiés à la propreté. Oui. Et ça, c'est valable. Donc, ce simulateur... Mais il servira à qui ? Aux collectivités locales, aux mairies ? Oui, par exemple. Il servira à qui veut, en fait. Qui veut, puisqu'aujourd'hui, on a une seule façon de voir les choses, qui est par le biais de la rentabilité. On ne regarde pas ce qu'on appelle les externalités. Ça commence à rentrer un peu dans les bilans des entreprises. Voilà, mais bon. Ou négatives. Il y a effectivement maintenant les comptas, les triples comptas, etc. Mais en vrai, sinon, on continuait à être axé sur la compta de 1945. Donc, c'est vrai. Donc, ce qui est ridicule, parce que les externalités négatives, c'est quand même un sujet sur la pollution, etc. Mais comment on les chiffre ? Et donc, l'objectif de ce simulateur, c'est d'arriver à chiffrer, en fait, pour penser autrement, en fait, justement politiquement, la valeur du commerce de proximité. Merci beaucoup, Emmanuelle Hauss, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.